Bonjour et bienvenue sur Out, ton magazine de formation Airsoft. Ça a pris du temps, je sais, ça a pris beaucoup de temps. Mais sincèrement, le calage de cette chose, arriver à expliquer correctement, ça a été beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Le caler en tant que tel, c'est-à-dire bien faire tourner les engrenages, c'était pas le plus compliqué. C'était vraiment de faire passer l'information, d'arriver à l'expliquer de manière convaincante, sans que ça ne soit chiant, et sans que vous ne soyez complètement paumé. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps juste pour une phase de la préparation de la gearbox? Tout simplement parce que pour moi, le calage de la gearbox, c'est la chose la plus importante. Avoir des calages qui tournent parfaitement, pour moi, c'est l'assurance d'avoir une gearbox qui va fonctionner bien et pendant longtemps. Pour cela, on a besoin de cales ou d'entretoises. Ce sont des petites pièces métalliques qui vont de 0,1 à 0,3 mm d'épaisseur, qui vont nous permettre de caler correctement, c'est-à-dire d'avoir les engrenages qui ne bougent pas de manière verticale dans la gearbox, mais qui tournent de manière parfaitement fluide. Une fois que ça tourne de manière fluide, votre gearbox va durer vraiment des années sans aucun problème. Juste un peu de graisse et ce sera nickel. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que l'explication soit la plus approfondie possible et la plus claire possible et que vous puissiez le refaire sans problème chez vous. Bon visionnage. Eh bien, maintenant que tout est démonté, nous allons commencer à nettoyer tout cela. La base, c'est du nettoyant. Vous pouvez prendre du nettoyant pour armes, du nettoyant pour frein, fonctionnera très très bien aussi. De toute manière, à l'odeur, c'est la même chose. C'est toujours aussi toxique et c'est probablement le même produit à l'intérieur. De l'essuie-tout, du sopalin pour nos amis les Français. Et puis, de l'huile de coude, n'est-ce pas? Quand je fais une préparation de réplique, c'est pas compliqué, je nettoie tout. J'enlève systématiquement toute la graisse pour pouvoir faire les ajustements et le bricolage à l'intérieur par après, c'est beaucoup plus facile. N'espérez même pas laisser quoi que ce soit pour pouvoir faire un calage correct. Il faut que ce soit parfaitement blinquant. Dans les cas les plus graves, lorsque vous avez vraiment des gearbox dégueux, ça peut arriver si vous avez des très vieilles répliques qui auront été utilisées pendant des années avec la graisse d'origine. Il vous faudrait utiliser infiniment trop de dégraissant. Dans ce cas-là, ce que j'utilise personnellement, c'est un système de nettoyage de ultrasons. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ça prend un peu de temps, mais ça vous donne des systèmes parfaitement propres. Visiblement, Jingong a abandonné son horrible graisse verte qui me donnait carrément des boutons. Franchement, ça me donne des allergies, quoi. Ici, c'était juste une graisse relativement solide, probablement de silicone. Moins pire que précédemment. Sincèrement, si vous aviez vu une réplique d'il y a 5-6 ans de chez eux, c'était à fuir. Je vous ai dit qu'il fallait garder les shims quand on démonte une réplique. Alors ouais, c'est vrai, lorsque votre shimage est déjà fait. Ici, on va tout refaire de toute manière. Je vais les faire avec des shims calibrés. Donc inutile de garder ceci. La raison principale pour laquelle je préfère avoir tout vraiment bien propre, c'est que lorsque l'on va faire le calage des engrenages, il faut qu'il tourne de manière la plus libre possible. Et bien que il soit important qu'il y ait une certaine lubrification sur les engrenages quand ils sont en utilisation pour éviter les frottements trop forts, lorsque vous faites le calage, la graisse empêche de tourner vraiment librement. Comme d'habitude, ce que je suis en train de faire ici avec ces produits chimiques, ne le faites que dans une pièce bien aérée. Ces engrenages doivent être parfaitement alignés verticalement l'un par rapport à l'autre, sans qu'il n'y ait de jeu une fois la coque fermée. Qu'est-ce que ça veut dire du jeu à la coque fermée? C'est-à-dire que lorsque je ferme ceci et que je secoue,
j'ai un Maracas. Pourquoi est-ce que j'ai un Maracas? Tout simplement parce que l'espace entre l'engrenage et les deux coques est vraiment trop grand. Ce que nous allons faire, c'est ajouter des shims ou des cales. Si on ne corrige pas correctement le calage de nos engrenages, il peut y avoir soit un ralentissement de la cadence et ou de la réactivité de la réplique, il peut y avoir une usure prématurée des engrenages, voire même, dans les cas les plus extrêmes, enfin, ici si on ne fait rien, c'est juste extrême, on va avoir une casse immédiate. Pendant toute la vidéo, je vais probablement utiliser, par rapport à l'action de bien aligner ces engrenages dans la gearbox, le terme de caler, qui est le terme français correct, ou le terme de chimer, qui est un franglais un peu dégueulasse, qui est passé dans les habitudes et que malheureusement j'utilise de temps en temps sans faire exprès. Bien. Si vous suivez des tutos sur YouTube, vous remarquerez qu'il y a plusieurs moyens de commencer son calage. Un des plus classiques, c'est celui de commencer par le bevel gear. Personnellement, je ne fais pas cela. J'utilise le calage qui commence par le spur gear. Il est possible que je me fasse allumer par des personnes qui savent mieux. Vous aurez probablement de très bonnes raisons, mais personnellement, je commence par le spur gear que je vais caler le plus bas possible. Ensuite, le sector gear qui sera calé par rapport au spur, puis je termine par le bevel gear que je mettrai le plus haut possible par rapport au spur gear. Pourquoi au plus haut? Parce que je peux régler le calage du moteur par rapport au bevel gear grâce à sa vis de réglage. C'est donc une manière assez simple de faire et qui a toujours été très efficace pour moi, donc pourquoi s'en priver? Bien, puisque je commence par celui-ci, mettons-le dans la gearbox et faisons-le tourner. On va entendre un bruit de grattement, de frottement. Le fait est que ici, notre bushing est relativement bas et donc le bord inférieur de notre engrenage est en train de frotter contre la gearbox. On va le lever. Pour le lever, on va utiliser quoi? On va utiliser des shims. Donc les shims sont des petites entretoises, des petites cales métalliques qui sont utilisées pour aligner correctement nos engrenages dans la gearbox. Personnellement, j'ai un ensemble d'entretoises et de cales qui sont de toutes les tailles. Je pense de plus en plus que c'est assez inutile. Lorsque je devrais en recommander, une fois que j'aurai utilisé tout cela, je n'utiliserai plus que des 0,1 parce que commencer à devoir réfléchir à faire un mélange entre chacune de ces entretoises pour faire un calage correct est un peu compliqué et je pense surtout inutile. Donc je pense vraiment qu'une fois que j'aurai terminé tout cela, je n'utiliserai plus que des 0,10. Pour caler le spur gear, je commence toujours par mettre 0,20 mm en dessous. Dans une bonne partie des cas, je pourrais utiliser simplement 0,10. L'avantage de mettre 0,20, c'est que si le gear est très légèrement voilé, il ne risque pas de toucher la gearbox quand il tourne. Si je le fais tourner ici, vous verrez que ça tourne beaucoup mieux. Il y a encore un peu de frottement, mais c'est normal. L'axe n'est pas totalement fixé parce que je n'ai pas la deuxième coque qui est au-dessus pour le fixer. Donc il y a un tout petit peu de jeu latéral, mais vous voyez que ça tourne quand même vraiment beaucoup mieux. Maintenant, l'idée est de voir si il va falloir beaucoup caler. Oui, il faut beaucoup caler. On a visiblement beaucoup de mouvements. Pour voir le mouvement, en fait, je mets mon engrenage vers le bas, je prends un punch et j'essaie de le faire bouger. Et là, je remarque que j'ai vraiment un très gros mouvement. On peut le voir ici au niveau de l'axe. Il y a vraiment beaucoup de jeu vertical.
Donc il va falloir ajouter pas mal de cale ici au-dessus. Oh, je pense qu'il y a un bon millimètre. Alors ici je vais rajouter du 0,30, 30, 60. Non, allez, on va mettre 1 mm 2. Ça peut paraître beaucoup, mais il y avait vraiment beaucoup de jeu vertical. Bien. Est-ce que mon engrenage tourne? Il a l'air de tourner. Oui. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon doigt à l'intérieur, ou bien alors toujours mon punch ici, et je regarde. C'est assez compliqué à vous montrer à la caméra, pour voir si mon engrenage tourne. Il a l'air de tourner assez librement. Donc l'idée, c'est que vous allez rajouter des entretoises ou des cales jusqu'à ce que vous ayez le moins de mouvement possible. Donc ici, il est hautement probable que j'ai très peu de mouvement. Oui, j'en ai vraiment assez peu. Mais non seulement je ne dois pas avoir de mouvement vertical, mais surtout je dois garder une rotation sans blocage au niveau de mon gear. Pour tester le fait que notre engrenage tourne correctement, le fait de simplement mettre les deux coques l'une contre l'autre n'est pas suffisant. Il faut absolument visser le tout pour que les deux parties de la gearbox soient bien serrées. Et là, on va essayer de faire tourner notre engrenage. Et il me semble qu'il tourne très librement. Et si je regarde ici au niveau du mouvement, il y en a très peu. Bon, il y a un petit mouvement, mais je suis quasiment certain que même si je rajoute 0,1, je serai bloqué. Testons, comme ça on aura la certitude. Prenons du 0,1. Voici une cale de 0,1. Refermons et testons si on arrive toujours à faire tourner notre engrenage. Prenons notre chasse-goupille. Essayons de faire tourner la chose. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais lorsque je lance mon engrenage, il s'arrête vraiment très vite. Alors évidemment, il est hautement probable que je n'ai plus de mouvement. Non, je n'ai plus de mouvement. Par contre, il y a un blocage au niveau de la rotation. S'il y a un blocage, ça signifie que ma dernière cale de 0,1, qui est la plus petite que j'ai, bloque ma rotation. Donc je vais simplement l'enlever. Très souvent, il arrive qu'une cale reste calée sur la partie supérieure de votre gearbox. Faites-y attention. Bien. Cet engrenage-ci me semble bien calé dans la gearbox. Maintenant, je vais mettre celui-ci et le caler au niveau de la hauteur par rapport au spur gear. Donc ceci, c'est le secteur gear, simplement parce qu'il y a un secteur et qu'il n'a pas un engrenage partout au niveau de la partie supérieure. Voyons voir si je peux montrer ça à la caméra. Je vais sauvegarder ces cales-ci dans mon petit système imprimé 3D qui me permet de garder les cales supérieures, inférieures, ainsi que les engrenages aux bons endroits pour ne pas rechercher les éléments. Bien. Première chose, on va vérifier l'alignement vertical. Ici, on va directement voir que la partie inférieure de mon secteur gear touche la partie supérieure de mon spur gear. Ça ne peut pas arriver pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait qu'ils se touchent au niveau de leur partie horizontale signifie qu'il va y avoir un ralentissement.
S'il y a ralentissement, ça veut dire qu'il va aussi y avoir une usure prématurée, voire même une caisse. Donc il faut absolument s'assurer que la partie inférieure de notre sector gear ne touche pas la partie supérieure de notre spur gear. Mais il faut aussi s'assurer que la distance entre les deux ne soit pas trop grande pour que le contact entre les engrenages soit le plus franc possible. Donc là je vois quand même qu'on a un contact très franc et que notre sector gear est carrément penché, donc je pencherai pour 0,40 à mettre en dessous par sécurité. Alors 0,40 sur ton 2,020. C'est bon, c'est 2,020. Voici, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, j'espère que ça se verra à la caméra, mais l'espace ici, entre les parties inférieures et supérieures de nos engrenages, semble correct, et la surface de contact au niveau des dents semble correcte aussi. C'est un bon début. Donc, puisque maintenant, je suis plus ou moins sûr de la hauteur qu'il va y avoir entre mon spur gear et mon sector gear, je vais enlever mon sector gear. Et je vais ranger toutes les informations, tout ce qui concerne mon spur gear dans son berceau. Regardons un peu ce qu'on a comme jeu ici. Oh là, on a un énorme jeu exactement comme le spur gear. On va taper à pouf. Et prenons, allez, 1 mm, 1 mm 2 toujours. Commençons pour 1 mm. « 0,30, 0,60, 0,90. Et oui, faire un calage, c'est un jeu d'essai-erreur. Donc ici, on essaie, peut-être va-t-on rater. Alors, est-ce que ça tourne? Oui, je tourne extrêmement librement. Par contre, est-ce que j'ai encore un mouvement vertical? Oui, j'ai encore un mouvement vertical, un gros mouvement vertical. Ok, j'ai un 0,40 en dessous, j'ai 0,90 au-dessus. Bon, je vais mettre un 0,3 au-dessus. J'ai toujours une rotation libre, c'est bien. Au niveau du mouvement vertical, j'en ai encore un certain. Testons un 0,10 en plus. Voilà, j'ai rajouté un 0,10. Ma rotation est toujours bonne. Et au niveau du jeu vertical, j'en ai un tout petit peu, mais à peine. Je pense que je suis arrivé au bon compromis. Tout cela est toujours, bien sûr, une histoire de compromis. Si vous rajoutez votre trottoise la plus petite et que ça ne bouge plus de manière verticale, mais que votre engrenage est freiné, il faudra enlever votre plus petite entretoise. Il y aura peut-être un léger mouvement, mais un mouvement vertical de moins de 0,1 mm, oui tout à fait, n'est quand même pas quelque chose de catastrophique. Tant que les parties horizontales de nos engrenages ne se touchent pas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon
mon spur gear. Je remets mon secteur gear et je vais les tester ensemble pour m'assurer que leur rotation est tip top avec leur calage actuel. J'ai un point dur. Ça peut paraître bien, mais j'ai un léger point dur. Donc il y a un endroit où j'ai un blocage à cause de mon calage. Donc c'est bien la preuve qu'il faut toujours tester les engrenages l'un avec l'autre, parce que vous pouvez très bien avoir un engrenage qui tourne très bien seul, mais qui ne tournera pas correctement avec son voisin. J'ai bien mes 0,40 en dessous. Par sécurité, je vais enlever le 0,10 pour lequel je n'étais pas tout à fait sûr sur mon secteur gear. Je remets le tout. Et ah bah ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Visiblement, maintenant que j'ai enlevé cette cale qui me semblait un peu de trop, ça m'a l'air de tourner bien mieux. Donc ici j'ai un très léger jeu au niveau de mon secteur gear, mais c'est pas bien grave puisque je ne risque pas de toucher mon spur gear. Et les engrenages tournent librement, donc ces deux engrenages sont pour moi corrects. Par pure curiosité, je vais quand même reprendre mon 0,10 et le mettre en dessous, parce que j'avais vraiment un bon calage avec tous ces shims. Peut-être que je touchais un peu trop vers le bas. Donc, remettons ce 0,10 en dessous du secteur gear. Hop là. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est encore mieux. Donc, je me retrouve avec un meilleur calage en ayant mis un 0,50 sous et un 1,20 au-dessus. Parce que visiblement, il y avait quand même encore un léger contact entre la partie inférieure de mon secteur gear et la partie supérieure de mon spur gear. Ici, j'ai un mouvement extrêmement limité au niveau de mon spur gear, de mon secteur gear, c'est très bien. J'ai une rotation très libre entre les deux. Et si je mets ici mon punch en dessous de mon spur gear, est-ce qu'on voit l'axe monter? Non, du tout. Parfait. J'ai trouvé le bon compromis. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre le bevel gear. Vérifiez toujours bien que vous n'avez pas de cale qui reste ici. Donc, puisque ces deux-ci fonctionnent bien ensemble, je n'ai plus rien à faire avec mon secteur gear. Je vais bien garder toutes les cales que j'utilisais. Voici. Voilà et voilà. Et ici, les autres. Celle-ci s'est échappée de notre spur gear. Voilà, on ne va plus toucher au bevel. Désolé, secteur. Eh bien, occupons-nous de notre bevel gear. Le bevel gear ici, on va devoir le mettre bas assez pour qu'il soit en contact avec le spur gear et haut assez pour que le moteur puisse passer en dessous sans qu'il ne force. On réglera la profondeur du moteur pour régler l'interface entre ces dents-ci et ces dents-là.
Donc, il faut monter le plus possible le bevel gear, mais il faut toujours avoir un bon contact entre les dents du spur gear et du bevel gear. Commençons par 0,30 en dessous. Oh, même plutôt. On va mettre à 60 en dessous. Voici. Ça tourne très bien. Qu'en est-il du contact entre les dents? Je vais encore pouvoir monter et les dents auront toujours un contact optimal. 60. Oh, je vais rajouter à 10 en dessous. Voilà, là on est à 70. Si je regarde la surface de contact de mes dents, ça m'a l'air très bien. On regardera ça lors d'endoscopie tout à l'heure, mais je pense qu'on est optimal. Et maintenant, il va falloir caler au niveau supérieur. Regardons si on a beaucoup de jeu. Qu'en est-il du jeu vertical? Oh oui, on a beaucoup de jeu. On va essayer de mettre 60. Qu'en est-il du jeu? Il y en a encore pas mal. Peut-être mettre un 15. Voici. J'ai encore un tout petit peu de jeu, mais ça a l'air d'aller. Vérifions pour la forme. Le spur gear, jeu minimaliste, ok. Et maintenant, faisons tourner pour voir si c'est libre. Oui, c'est bien. Ça m'a l'air très bien, ça. Ça tourne très librement. Et je n'ai pas de bruit. Ça s'appelle un coup de bol d'avoir la bonne mesure directement. Oui, nickel. On démonte et on vérifie avec les trois. Ça m'a l'air assez redoutable comme calage. C'est parfait. Ça tourne nickel. Aucun blocage. J'adore. J'ai peut-être une toute petite vibration ici. Je suis à 75 au-dessus. Je vais voir si remplacer le 15 par un 0,20 ne me permettrait pas d'être encore plus tip top. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai encore moins de mouvement ici. Oui, rajouter 0,05, c'était vraiment bien. Voilà, on entend un peu de vibration, c'est normal, c'est parce que il y a quand même un tout petit peu de mouvement. Et une fois qu'on va rajouter de la graisse là-dedans, les vibrations vont partir. Bien, voici notre gearbox qui est calé. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop long pour vous, que ne vous êtes pas ennuyé. J'ai vraiment essayé de le rendre amusant et facile à suivre, mais je sais que c'est vraiment pas évident, surtout quand on parle d'une technique qui prend beaucoup de temps avec beaucoup d'essais et erreurs. La fois prochaine, ce sera quelque chose de beaucoup plus court. J'espère que j'arriverai à produire l'épisode en moins d'un mois, puisqu'on va prendre une batterie, que l'on va surtout voir comment on remplace ce connecteur Tamiya par un connecteur DIN. C'est une chose assez importante aussi dans la réplique, c'est-à-dire que d'un point de vue électrique, ce connecteur est vraiment mauvais.
alors que celui-ci fonctionne vraiment beaucoup mieux. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne mettent pas ce genre de connecteur-ci systématiquement dans toutes les répliques. On va remplacer tous les endroits, et il y en a beaucoup en plus dans le SL8, où il y a cet horrible connecteur Tamiya, par du DIN. Donc pour ça, en fait, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas comment faire, comment on soude à l'étain, et comment on fait pour faire de la soudure dite électronique, même si ici, c'est du super gros câble, donc c'est loin d'être électronique. Mais ce sera une petite vidéo rapide, et je l'espère bien fun, qui nous permettra d'avancer encore un peu plus dans notre projet du SL8. À la prochaine. Tu as aimé cette vidéo? Pour nous aider à produire plus de contenu comme celui-ci, ce qui prend pas mal de temps, tu peux mettre un pouce en l'air, t'abonner et partager. Tchuss!